20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Fin du grand oral du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a fait face aux députés pour répondre aux questions d'actualité. L'exercice porte sur des éclairages que Mohamed Boun Abdallah Dionne et son équipe apportent sur des dossiers tels que la polémique autour du pétrole, la cherté des tarifs sur l'autoroute à péage, les lenteurs dans le processus d'octroi de la carte d'identité biométrique et surtout la taxe sur l'exportation de l'arachide. En direct avec nous, Mame Biram Diouf pour nous livrer les détails de ce face-à-face. Affaire Barthélémy Dias, sur demande du parquet, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, met en place une commission des lois pour la création d'un comité ad hoc, un fait qui intervient au moment où le principal concerné réclame la levée de son immunité parlementaire le plus rapidement possible. La mairie de Dakar impuissante face à la dette de l'hôpital Abass Ndao, déclaration de Khalifa Sall, le maire qui affirme qu'il n'est pas en mesure d'éponger cette dette. Khalifa Sall s'est exprimé en marge d'une cérémonie de remise de dons. Abass Ndao vient d'être doté par la ville de Dakar d'une centrale à oxygène d'une valeur de 300 millions de nos francs. En sport, publication de la liste des joueurs convoqués pour la rencontre Sénégal-Afrique du Sud du 12 novembre prochain. Et comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Aliou Cissé convoque 24 joueurs, dont Mame Biram Diouf qui signe son retour et Abdallah Ndour du Racing Club de Strasbourg pour sa première convocation en équipe nationale. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous et à toutes. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'Assemblée nationale. C'est pour y retrouver Mame Biram Diouf. Mame Biram, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah. Alors, comment s'est passé ce face-à-face entre le patron du gouvernement et les représentants du peuple ? Voilà, tout s'est passé, on pourrait dire, dans le calme, puisqu'il y a eu des réponses qui ont été apportées aux préoccupations des députés. Et il faut noter que l'insatisfaction de la présidente du groupe parlementaire libéraux et démocrates a été grande. Il s'agit d'Aïda Mbodj qui estime que le paiement, concernant donc ces questions-là, il estime qu'il faut donc faire une gratuité concernant donc la carte d'identité à puce biométrique au-delà des 6 mois qui sont actuellement en cours parce que selon elle, 10 000 francs, c'est trop et ce n'est pas à la portée des populations, notamment les couches les plus démunies. Avant d'exiger un fichier électoral fiable, elle a eu à déplorer également les difficultés des citoyens qui passent presque des nuits blanches pour s'inscrire afin de disposer de leur carte d'identité. Et notez également l'intervention du député Lamine Thiam, toujours du PDS. Lui, il a accentué ses questions sur les restrictions de liberté et demandant du coup l'abrogation de l'arrêté Maître Ousmane Ngom qui interdit la marche jusqu'au niveau du centre-ville. Et ce qui semble impossible pour le moment, selon le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a tenu à apporter des réponses fermes sur ces questions-là. Et selon lui, sur 740 demandes qui ont été notées pour battre le macadam, seulement 1,49% actuellement ont fait l'objet d'interdiction, juste pour montrer qu'eux, ils sont vraiment sensibles à ce qu'ils veulent manifester dans leur cause. Toujours concernant les élections de 2017 législatives, il a insisté pour noter qu'il n'y aura pas de report. Ces élections se tiendront dans les délais requis. Et sur la coupe de bois au niveau de la forêt casamançaise de Croix, qui en a fait une préoccupation, réponse du Premier ministre qui a tenu à signaler qu'actuellement, il y a une pause dans la délivrance de ces permis de coupe parce que selon lui, il faut désormais disposer d'un certificat d'origine pour espérer exporter ce bois-là parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans le sud du pays et cela donc le gouvernement ne l'acceptera plus. D'autres questions, Sarah, qui ont tourné autour de l'éducation avec ces mouvements d'humeur toujours notés à l'entame de l'année scolaire, mais également l'agriculture avec l'intervention de Papa de l'Exec pour assurer les députés sur les cultures, l'arachide, le riz, mais également le prix du péage qui dernièrement a fait l'objet de vives polémiques, que c'était vraiment très cher, 1600, mais le Premier ministre qui a tenu à assurer
que 800 francs dans les caisses de l'État, 800 francs dans les caisses de phase concernant donc AIBD jusqu'à Sindia, cela est acceptable, mais n'empêche, l'État fait tout pour que ces prix-là soient plus raisonnables et que cela soit à la portée vraiment de toute la population. Nous aurons l'occasion, Sarah, d'y revenir de manière plus ample. Certainement, Mme Biram Diouf. En tout cas, merci pour tous ces éclairages. Nous restons avec ce grand oral, le face-à-face du Premier ministre et de toute l'équipe gouvernementale face aux députés de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, pour parler de la façon dont ce grand oral a été organisé. De nombreux leaders politiques fustigent le fait que des questions aient été soumises au chef du gouvernement avant, justement, son face-à-face avec les députés. Le député Thierno Bokoum parle de mise en scène. Pour lui, ce format ne favorise pas le dialogue tant souhaité par le président de la République. Zator Mbaye, lui, ne le voit pas ainsi. Selon le progressiste, il s'agit d'un débat organisé qui consiste à recevoir des réponses claires sur des questions qui intéressent le public, et tous deux se sont exprimés dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Une mise en scène, c'est ce que voit le député Thierno Bokoum. Le non-inscrit décrit le format qui consiste à soumettre au préalable les questions au chef du gouvernement. Qui parle de dialogue parle d'interaction. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a pas de dialogue. Bien au contraire, c'est une propagande gouvernementale sur le dos du Parlement. Est-ce que les questions sont déposées sur la table du Premier ministre ou pas? Je n'ai pas vu un seul courrier officiel qui transmet les questions au Premier ministre. Le député Zator Mbaye ne le voit pas de cet œil. Pour lui, la règle veut que les questions soient soumises au gouvernement la veille. L'objectif de cet échange est de permettre au ministre de donner les bonnes réponses. Mais ce n'est pas de pousser un ministre à donner une mauvaise réponse. Et donc, même en France, les questions sont remises au gouvernement la veille pour que celui-ci puisse préparer les réponses les meilleures à donner aux concitoyens. Je pense que pour répondre à certaines questions, il aurait suffi d'organiser une conférence de presse, de recenser les questions d'actualité et de s'adresser aux populations. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi on utilise le Parlement, faire croire aux gens qu'on est dans un dialogue alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Au contraire, vous préparez vos questions, vous venez répondre et vous empêchez à la majorité de parler. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale, l'exercice reprend sa forme après quelques mois de l'avis de Zator Mbaye. L'Assemblée nationale travaille à améliorer l'exercice. Il y a eu quelques difficultés dans l'application parce que souvent, il est arrivé que le Premier ministre ne soit absent du Sénégal, ce qui fait que donc on ne pouvait pas tenir cette séance de questions d'actualité sans la présence justement du premier interparès. Ce qui fait que maintenant, on est en train de voir au niveau du bureau comment améliorer cet exercice. Maintenant, si le but est de venir tout simplement répondre aux questions, déjà qu'il commence à mettre sur la table les questions écrites, les questions orales, les questions d'actualité, les députés en font régulièrement. Dictée préparée, mise en scène ou récitation, le progressiste ne le voit pas ainsi. Pour lui, il s'agit d'un débat organisé où le Premier ministre vient répondre sur des questions d'actualité. Alors, affaire Barthélémy Dias, le principal concerné veut que son procès se tienne le plus rapidement possible. Selon lui, ce procès engage tout le peuple. Dias fils de déclarer donc que la réunion du bureau de l'Assemblée n'est que pure diversion. Il rappelle à la direction du Parti socialiste que les tentatives d'intimidation faites à l'égard de certains responsables du parti ne passeront pas. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fala. C'est de la diversion, je ne reviendrai pas là-dessus. Quand ils seront prêts, ils n'ont qu'à nous convoquer et le procès se tiendra. Le procès n'est pas le procès de Barthélémy Dias, c'est un procès qui concerne l'intelligence des Sénégalais. Le socialiste a renoncé à sa vocation qui est de servir le peuple. Et je crois que c'est ce Parti socialiste, nous, des valeurs aujourd'hui qu'on veut ressusciter et qu'on veut incarner. Et on espère bien qu'au-delà de toute cette pression qui est actuellement exercée sur les différents responsables socialistes, nous restons convaincus que le moment venu, les Sénégalais sauront faire le bon choix. Et puis, rebondissement dans l'affaire Barthélémy Dias sur demande du parquet, au président de l'Assemblée nationale, la mise en place d'une commission de loi pour la création d'un comité ad hoc. Objectif, la levée de l'immunité parlementaire du député. Les avocats du maire de Mermoz-Sacré-Cœur se félicitent du respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et présentent des garanties, même en cas de procès. Souleymane Touré. Il s'agira d'une commission ad hoc de 11 députés, une commission pour auditionner le député Barthélémy Dias avant de soumettre une résolution à la séance plénière
de l'Assemblée nationale. À cet effet, donc, le 28, la commission des lois va se réunir pour créer la commission ad hoc, qui est composée de 11 députés, au prorata du nombre de députés par groupe. Le fait que le parquet se ressaisisse et que le parquet général reprenne l'initiative pour agir conformément à l'esprit et à la lettre de la loi, nous, en tant que juristes, on ne peut que s'en réjouir. Le 2 novembre prochain, une autre étape de la procédure enclenchée. Nous allons convoquer une plénière de ratification de la commission ad hoc. Une fois maintenant la commission ad hoc ratifiée par la plénière du 2, nous allons commencer notre travail, c'est-à-dire entendre le député sur la demande de la justice pour la levée de son immunité parlementaire. Maintenant, quand nous aurons terminé, le 11 novembre, vendredi 11 novembre, la commission va présenter à la plénière son rapport. Levé ou pas de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz, ses avocats anticipent sur un éventuel procès. Je ne vois pas le tribunal, avec tous les éléments disculpatoires qu'il aura en sa possession, entrer en voie de condamnation contre un homme, un élu, un député, donc élu municipal, qui est dans sa mairie, qui est attaqué, qui a riposté, qui a peut-être dit des choses, mais ces choses, il faut les mettre sur le compte de l'aveu qui ne vaut pas grand-chose devant un tribunal. Le député avait comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar le 20 octobre dernier pour le meurtre de Ndiaga Diouf, tué en décembre 2011, mais son procès a été renvoyé à cause de son immunité parlementaire. Et Barthélémy Diaz, toujours à la une de l'actualité, cette fois-ci pour une plainte qu'il vient de déposer contre son camarade de parti Serigne Mbaye Thiam. Aïda Sow Diawara, membre du comité directeur du PS, réagit. Le maire de Golf Sud vient de prendre la défense de Serigne Mbaye Thiam, qui selon elle n'a fait qu'appliquer une décision du parti. Elle minimise cette plainte déposée par Barthélémy Diaz et affirme le maintien de la décision du parti de rester dans le Benno et surtout d'accompagner le chef de l'État Macky Sall. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de nos correspondants Salif Sow, Asmalik Diopa. Cette plainte ne nous ébranle pas parce que Serigne Mbaye Thiam, ce qu'il a fait, il n'a fait que lire ce que les responsables de coordination ont envoyé. Nous avons, en tout cas au niveau de Guédiawaye, chaque coordination s'est réunie en toute liberté. D'ailleurs, la mienne, la 15e, quand elle s'est réunie, j'étais malade, j'étais même pas là-bas. Donc ce sont les coordinations qui se sont réunies en CA. Chaque CA compte 200 personnes. Donc ce sont ces coordinations qui se sont réunies et qui ont dit ce qu'elles voulaient. Donc Serigne Mbaye Thiam, chargé des élections, n'a fait que rassembler ce que les coordinations ont dit. Donc si on doit porter plainte contre nous, responsables de coordination, qui avons donné les documents. Serigne Mbaye Thiam n'a fait que lire ce que nous avons. On s'attendre à quoi? À rien du tout. À rien du tout. À ce qu'on continue avec Benno Bokk Yakaar. Parlons de tout à fait autre chose à présent. La 3e édition des débats du Monde Afrique, dont le thème porte sur l'éducation et l'accès des jeunes à l'emploi, s'est ouvert dans notre capitale Dakar. Pendant 2 jours, cette problématique de l'emploi et de la formation des jeunes sera débattue par des décideurs du monde économique, universitaire, mais aussi politique. Pour le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, le Sénégal a élaboré beaucoup de projets afin d'aider les jeunes à accéder rapidement à l'emploi. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Léa Niafona. La corrélation emploi-formation dans les universités africaines, en particulier sénégalaises, n'est pas du tout évidente. L'offre de formation des étudiants ne promeut pas leur accès au marché du travail. Dans le cadre des réformes et projets du plan Sénégal émergent, il y a une réforme qui concerne l'enseignement supérieur, à savoir l'alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur aux besoins de l'économie. Réforme d'ailleurs qui a conduit à la mise en place cette année du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, programme d'ailleurs qui va s'achever bientôt pour la première cohorte de 1000 jeunes. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour faire face à ces défis de développement, certaines facultés ont opté pour des masters ou des licences professionnelles prêts à l'emploi. Si vous prenez une faculté comme la faculté de lettres, elle a élaboré cette année 7 licences professionnelles. Traditionnellement, la faculté de lettres formait des enseignants. Aujourd'hui, la faculté de lettres comprend que
parce qu'elle forme dans les langues, parce qu'elle forme dans les sciences sociales, parce qu'elle forme dans les sciences humaines. Elle peut aussi former dans des métiers. Et ceci est un tournant important. Toujours dans cet objectif de développer l'éducation guidée vers l'emploi, l'État du Sénégal a mis en place des ISEP, Instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Aujourd'hui, nous avons ouvert le premier ISEP, l'ISEP de Thiès. La construction est quasiment terminée. On a 4 ISEP financés. Nous avons démarré la construction de l'ISEP de Matam au nord du Sénégal. Nous allons commencer à construire en janvier l'ISEP de Diamniadio. Nous allons construire 2 autres ISEP à Bignona et Richard Toll qui sont financés par l'Agence française de développement. Dans un monde où les activités des entreprises deviennent chaque jour plus pointues pour capter de la croissance, l'offre de formation doit correspondre au niveau de compétences attendues. Allez, bonne nouvelle pour les étudiants. Bientôt, les restaurants universitaires vont ouvrir leurs portes. L'annonce est justement du ministre de l'Enseignement supérieur que nous venons d'entendre, Marine Théouniane, de révéler que le Centre des œuvres universitaires de Dakar avait des problèmes de trésorerie. Toutefois, le problème d'argent sera résolu. Il sera résolu très vite par le ministre de l'Économie et des Finances. Nous écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur, toujours au micro de Fat Bintou Conté, Léa Niafouna. Ce n'est pas seulement l'université de Thiès, c'est en fait le COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, qui n'a pas les ressources pour payer les restaurants. Nous avons saisi le ministère de l'Économie et des Finances et je crois que dans les jours qui vont venir, la solution va être trouvée. Mais vous voyez que tout cela entre dans la difficulté de mener des réformes. Parce qu'il faut à la fois investir des moyens colossaux aujourd'hui pour faire le rattrapage au niveau des infrastructures. Dans toutes les universités, il y a un effort infrastructurel et d'équipement énorme. Tout à l'heure, le recteur de Cheikh Ante Diop le rappelait. C'est plus de 2 fois ce qui a été investi des indépendances à 2012. Allez, nous quittons la capitale pour Louga. Malgré toutes les dispositions prises pour réussir la rentrée scolaire dans le département et dans la commune de Ndiagne, le démarrage des apprentissages a connu un petit retard et pour cause sur place, à cause des travaux champêtres, de nombreux parents tardent à libérer leurs enfants. Par ailleurs, d'autres problèmes ont été aussi constatés dans ces écoles. Il s'agit du délabrement de certaines salles de classe, des tables bancs, mais aussi d'un déficit d'enseignants. Tchernofal pour la correspondance. Dans la commune de Ndiagne, beaucoup d'élèves n'ont toujours pas regagné les écoles à cause des travaux champêtres. Une situation sur laquelle les autorités de la ville attirent l'attention des parents à qui elles demandent de libérer les enfants. J'interpelle tous les parents d'élèves. Il faut qu'ils sachent que rien n'est plus important que l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, les cours ont démarré et les élèves ne peuvent plus attendre la fin des travaux champêtres. Donc, au nom de tous les parents d'élèves, je leur demande de libérer les enfants. Dans cette commune, un déficit du personnel enseignant a été aussi constaté au niveau de certaines écoles. Ici, dans la commune de Ndiagne, nous manquons des enseignants, surtout au niveau de l'école Ndiagne 2 et Tchalin. Il y a un seul enseignant pour 3 classes. Ça, c'est un peu difficile. Nous lançons un appel à l'État pour des enseignants. Ici, certains établissements sont aussi confrontés à un manque de tables-bancs, mais également de la vétusté des salles de classe qui sont dans un état de délabrement très avancé. Et là aussi, nous lançons un appel au ministre de l'Éducation, qui est en train en tout cas de faire véritablement des gestes extrêmement importants. Mais pour ce qui est des infrastructures, nous véritablement sollicitons davantage, en tout cas, des infrastructures beaucoup plus modernes, beaucoup plus adaptées, parce que aussi, là aussi, il y va de la qualité de l'éducation. Là aussi, c'est un problème. Si on peut, en tout cas, nous donner aussi des tables bancs aussi, là aussi, véritablement, ça peut régler notre problème. Pour appuyer les parents dans l'éducation des enfants, la mairie a décaissé une enveloppe de 3 millions de francs CFA pour acheter des fournitures scolaires destinées aux élèves de l'ensemble des établissements de la commune de Ndiagne. Et puis, à quelques jours de l'événement, le ministère de l'Intérieur a abrité ce mercredi la réunion nationale pour les préparatifs du Grand Magal de Touba. Les domaines tels que la sécurité, l'assainissement, l'électricité, l'hydraulique, le commerce, entre autres volets, ont été passés en revue. Le porte-parole du Khalif général des Mourides s'est félicité du déroulement de la rencontre. Seigne Bass Abdou Khadre s'est exprimé au micro de Mambiram Diouf.
Nous sommes rassurés par votre sens de responsabilité en ce qui concerne l'organisation du Grand Magal. Vous ne ménagez aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous attendons aussi plus de vos services. S'agissant de l'interdiction de tenir des plateaux dans l'enceinte de la grande mosquée, je réaffirme cela ici. Quant au travail qui se fera aux alentours de la grande mosquée, nous allons poursuivre les échanges. Et puis nous restons avec cette rencontre pour parler cette fois-ci du ministre de l'Intérieur qui a instruit les services concernés dans les préparatifs à redoubler d'efforts. Nous écoutons Abdoulaye Daouda Diallo au micro de Mambiram Diofa. Nous avons, en tout cas pour l'histoire de d'ici là, bien évidemment, les points qui sont encore en suspens feront l'objet d'un traitement approprié pour justement ne pas donner des difficultés majeures. En tout cas, nous serons très rassurés de cette rencontre et comme je l'ai dit tout à l'heure encore, j'ai demandé au gouverneur de redoubler de vigilance pour ne pas être surpris justement au dernier moment par quelques petits retards qui pourraient venir par-ci par-là. Mais je pense que cela n'arrivera pas parce qu'en fait jusqu'à présent, il nous a habitués à un zéro faute et on travaille encore, Inch'Allah, pour que cela se réalise. Et dernier élément pour boucler cette rencontre, sachez que l'État sénégalais a décidé de sévir désormais contre les pourfendeurs des chefs religieux. Le ministre de l'Intérieur le réaffirme. Abdoulaye Daouda Diallo réagissait ainsi après que Serigne Bass Abdou Khadre a félicité le chef de l'État de la gestion qu'il a faite de l'affaire Cheikh Sarro qui avait tenu des propos irrévérencieux contre le mouridisme. Nous écoutons tour à tour le ministre de l'Intérieur et le porte-parole du khalife général des Mourides, tous deux au micro de Mambiram Diofa. Les attaques dirigées contre les cités religieuses, c'est l'œuvre de Satan. Ces tentatives pour déstabiliser le pays et détourner les gens du bien. L'État s'est illustré en prenant des mesures fermes contre cela et nous vous encourageons dans ce sens. Nous ne laisserons personne tenir des propos offensants, maladroits à l'encontre de nos guides religieux. Des mesures ont été prises par le chef de l'État. Nous avons reçu des instructions pour veiller sur la sécurité des personnes. Khalifa Sall crache la vérité au personnel de l'hôpital Abass Ndao. Sa mairie est dans l'impossibilité de payer la dette de l'infrastructure sanitaire, une dette qui remonte à 7 ans, c'est-à-dire en 2009. Selon le maire de Dakar, même un recrutement ne peut être fait dans cet établissement de santé qui manque toutefois de ressources humaines. Nous écoutons Khalifa Sall, le maire de Dakar, au micro de Maïmouna Ndiaye. Abass Ndao est un hôpital qui est tout le temps en grève. Tout le temps en grève parce que nous devons beaucoup d'argent au personnel. Les primes de motivation, les primes, il y a eu beaucoup de retard que nous avons trouvé ici en 2009. Nous avons arrêté de chercher à les résorber parce qu'on ne peut pas le faire. C'est 3 milliards de dettes. 3 milliards de dettes pour des primes de motivation, pour des sursalaires, etc. Nous avons dit aux employés d'Abass Ndao, il faut qu'on soit lucide. Nous ne pouvons pas payer 3 milliards. Eux, ils auraient dû produire de quoi payer. Mais ils ne produisent pas encore de quoi payer. Donc, nous ne mettrons pas cet argent à Mouniouko, mais eux, ils ne le produisent pas. Donc, il faut se mettre un peu devant la réalité, et accepter d'examiner la question sans faire de sentiments, froidement et objectivement. Ou ils renoncent à la dette, ou ils renoncent à une partie de la dette. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas recruter, nous avons des problèmes pour acheter du matériel. C'est vraiment difficile. Et puisque c'est leur outil, et puisque c'est leur argent aussi, c'est ça la vérité, on ne peut que dialoguer. Donc j'ai fait du forcing tout à l'heure pour poser le problème, mettre les pieds dans le plat, parce que nous envisageons un séminaire
dans quelques jours avec eux. Et nous voulons que ce problème-là soit au cœur de nos échanges. Et puis Khalifa Sall, que vous voyez sur ces images, s'est exprimé en marge d'une cérémonie de remise de dons. L'hôpital Abass Ndao a réceptionné ce matin une centrale à oxygène pour soulager ses patients. L'équipement est un appui de la ville de Dakar d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Le joyau a valu aux donateurs la satisfaction, du personnel. Toutefois, une seule préoccupation pour ces derniers. L'appareil est prévu pour les 14 centres hospitalier de Dakar, ce qui risquerait de limiter la durée de son amortissement. Compte rendu, toujours signé Maïmouna Ndiaye. Une centrale à oxygène désormais disponible à l'hôpital Abass Ndao. 300 millions de francs CFA le coût de l'infrastructure. La ville de Dakar compte ainsi venir en aide aux 14 centres hospitaliers. En plus de cet appareil, un équipement d'une valeur de 150 millions de francs CFA. L'oxygénateur doit viser à soulager Abass Ndao et les 14 centres de santé. Parce que l'oxygène coûte cher et handicape beaucoup le fonctionnement de nos centres de santé et d'Abass Ndao. Nous avons pris le meilleur pour véritablement faire en sorte qu'Abass Ndao puisse régler ses problèmes et régler ceux des centres de santé. Abass Ndao, un établissement public aux multiples mots, l'investissement, une grande équation. Le directeur général nouvellement installé garde espoir. Maintenant, aujourd'hui, avec le projet que nous devons mettre en place, nous allons raffermir, donc améliorer le cadre de vie, c'est-à-dire en améliorant l'infrastructure. Nous allons acquérir des équipements prioritaires et également nous allons assurer une maîtrise des ressources humaines. Avec l'acquisition de la centrale à oxygène, la durée de l'amortissement occupe les débats. Le maire de la ville peut rassurer. Le prestataire nous dit, si cela est le cas, cela peut diminuer la durée d'amortissement, c'est-à-dire le matériel, au lieu de durer 10 ans ou 15 ans, durerait 7 ans ou 5 ans. Ce qui pour nous est inacceptable. Parce que quand nous faisions l'appel d'offres et que nous mettions l'argent, c'est pour que nous soyons sûrs que d'ici 5-10 ans, que Abass Ndao et les 14 centres de santé de Dakar n'achètent plus d'oxygène. Quant à l'équipement de la clinique ophtalmologique de l'hôpital Abass Ndao, la ville de Dakar compte saisir l'ARMP pour les lenteurs notées dans les travaux. Jusqu'ici, seuls 300 millions de francs CFA sont financés. Une annulation du marché en vue. Les syndicalistes se penchent sur leurs revendications, mensualisation des pensions de retraite, hausse du plafond des salaires soumis aux cotisations ou encore relèvement des cotisations patronales. Le monde syndical se prononce. Si au SUTSAS, ces mesures sont appréciées, même si elles sont toutefois jugées lentes, et bien à la FGTS parle de diversion, car selon ces derniers, c'est la conférence sociale qui devrait plutôt évoquer ces questions. Reportage de Dissa Prera et Diafaraba. Ils sont unanimes, 10% de plus sur la pension du retraité, un pourcentage assez faible. Si au SUTSAS on relativise, la FGTS, elle pense que l'IPRES est dans la précipitation, alors que cette question devrait être discutée avec tous les acteurs. Pas beaucoup, parce que 10% c'est relativement à ce que, disons, l'agent avait cotisé pendant, disons, son exercice, pendant qu'il était en activité. Donc 10%, disons, de 30 000 ou de 40 000, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est ce que l'agent avait cotisé. Donc nous pensons qu'il est question même de revoir cela. Pourquoi ne pas attendre la conférence sociale, qu'on réfléchisse ensemble de manière inclusive pour revoir les pensions? Pourquoi le PCA se précipite pour annoncer des mesures à l'emporte-pièce, qui de toute manière, on va voir le résultat? Parce que 10% de hausse pour les pensions, c'est dérisoire. Autre annonce du PCA de l'IPRES, désormais les cotisations sociales des entreprises vont être relevées, une mesure saluée par les syndicalistes qui déplorent par ailleurs le retard dans l'application de cette mesure. Une chose tardive mais très importante, pour ne pas dire très intéressante, parce que c'est le patronat qui avait bloqué ces cotisations-là, bon, qui les avait presque bloquées à 14% depuis lors. Et vous voyez que cela aussi a des retentissements sur, disons, la pension de retraite. Je pense que toute bonne volonté, tout effort
allant dans le sens d'augmenter les pensions est louable. Nous sommes d'accord. Nous sommes même d'accord pour que nous puissions nous joindre nos efforts pour faire en sorte que l'État arrête de pressuriser de manière fiscale. La fiscalité qui est imposée à l'IPRES est très lourde. La hausse de 15% du plafond des salaires soumis à la cotisation, une autre annonce de l'IPRES analysée par les syndicalistes. Au SUTSAS, la mesure est bien appréciée du moment où elle impacte sur la pension des retraités. La FGTS estime que toutes ces questions devraient faire l'objet de concertation. L'essentiel, si c'est dans une logique paritaire, nous n'avons pas de problème parce que le travailleur a intérêt à cotiser davantage pour pouvoir percevoir davantage parce que la retraite, donc, elle est très difficile avec le coût de la vie. Est-ce que ces choses ont été discutées pour voir? Parce que vous savez, nous, le résultat final, ce que nous cherchons, c'est que les pensions soient décentes et que nous puissions avoir aujourd'hui une mensualisation des pensions qui au moins reconduit pour 50% de l'existant. Des efforts faits pour revaloriser les pensions ont abouti à leur mensualisation. Le patronat consent aujourd'hui à hausser les cotisations sociales. Les salaires soumis à la cotisation ont relevé à 15%, des mesures diversement appréciées par les syndicats. Pour une application de la loi anti-tabac, le programme national de lutte accentue le processus. Objectif permettre aux principaux acteurs de maîtriser cette loi. Selon le docteur Omar Ba, cette législation ne vise en rien l'oppression des fumeurs. Elle préserve plutôt la santé des non-fumeurs et des jeunes. Je vous propose d'écouter le docteur Omar Ba au micro de Cheikh Hassan Nafal. C'est pour ça que nous avons une loi, il y a une loi anti-tabac, on appelle loi anti-tabac, c'est une loi qui réglemente la composition, le conditionnement, ou l'emballage si vous voulez, la publicité, la vente et l'usage du tabac au Sénégal. La loi justement, la loi prévoit qu'il est interdit, de vendre du tabac ou tout produit du tabac aux mineurs, qu'il est interdit de faire vendre du tabac aux mineurs. Donc personne n'a le droit de faire vendre la cigarette aux enfants ou par les enfants. Quelqu'un qui le fait, il viole la loi et il est passible donc d'être sanctionné ou de répondre de ses actes. Première chose. Deuxième chose, la loi dit qu'il est interdit de vendre la cigarette à 200 mètres aux alentours des écoles, des établissements scolaires, universitaires. Pourquoi? C'est pour justement éviter que les enfants ou que les élèves aient facilement accès à la cigarette. Il faut que les gens sachent que cette loi-là, c'est pour protéger, ce n'est pas une loi contre les gens qui fument. C'est une loi pour préserver la santé des autres. C'est une loi pour permettre aux gens d'être en bonne santé et de préserver aussi les générations futures. Que nous ouvrons tout de suite avec du football. C'est pour parler de la publication de la liste des joueurs convoqués pour la rencontre Sénégal-Afrique du Sud le 12 novembre prochain. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le coach Aliou Cissé a convoqué 24 joueurs dont Mame Biram Diouf et Abdallah Ndour qui signe ainsi sa première convocation en équipe nationale. Le récit de Mamadou Fall. Nos supporters sont le 12e homme. Moi, je dirais plutôt que c'est moi le 12e homme. Et nos supporters sont le 13e. Le 12e homme de la sélection nationale a publié la liste des 24 joueurs convoqués pour le match contre l'Afrique du Sud, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Une seule surprise, la convocation pour la première fois d'Abdallah Ndour dans la tanière. Abdallah est un jeune joueur qui évolue à Strasbourg, donc que je suis depuis pratiquement un an. On sait que c'était une possibilité de l'appeler. Donc vous savez, avec l'absence de Pape Soirée, nous sommes en train de chercher aussi des possibilités de renfort. Une rencontre Sénégal-Afrique du Sud qui sera âprement discutée selon Aliou Cissé. C'est important, vu les derniers résultats que l'Afrique du Sud a fait, et vu les résultats que nous avons fait aussi. Donc nous allons vers un match qui sera très disputé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un match de Coupe du Monde. Voilà, donc le Sénégal a envie d'y aller, mais nous savons qu'on aura une grande opposition contre nous qui va nous attendre. Et je ne me fais pas d'inquiétude.
Moussa Sow sera absent à cause d'une blessure aux cuisses, mais l'international sénégalais Mame Biram Diouf, qui a raté le précédent match, va signer son retour dans la tanière. Le match Sénégal-Afrique du Sud est prévu le 12 novembre. Et basket cette fois-ci pour parler de Gorgui Sy Dieng qui débuterait bien la saison 2016-2017 sur le plan individuel. Titulaire, le pivot sénégalais du Minnesota Timberwolves est auteur de 12 points et 14 rebonds en 34 minutes. Toutefois, cette performance n'a pas empêché son équipe de s'incliner face à Memphis devant les Grizzlies 102-98. Gorgui Sy Dieng va effectuer sa deuxième sortie ce samedi. Ce sera face aux Sacramento Kings. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et tout de suite, je m'en vais passer la parole à Bouba pour la suite des programmes. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah et merci pour le journal qui prend fin dans un instant avec l'invité qui arrive. Nous parlons APE. C'est dans un instant.